conférence de presse commence enfin. Bien, Monsieur le Président, cher Volodymyr, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux une nouvelle fois d'accueillir à Paris le Président Volodymyr Zelensky pour une riche séquence qui a débuté hier soir avec un entretien bilatéral approfondi et s'est poursuivi ce matin avec une nouvelle réunion de la coalition des volontaires que nous avons coprésidée avec le Premier ministre Keir Starmer et à l'issue de laquelle nous avons eu un nouvel échange avec le président Donald Trump. Notre objectif est simple, d'abord de souligner que, comme j'avais pu le dire à la Maison-Blanche le 18 août dernier, le camp de la paix est à Washington, à Kiev et dans toutes les capitales d'Europe et chez tous les alliés de cette coalition des volontaires. Nous sommes 35 aujourd'hui autour de cette table. Ce sont ceux qui ont réagi à la guerre d'agression russe et ce sont ceux qui veulent aujourd'hui une paix juste et durable. Et rappelons obstinément les faits qui sont têtus. C'est la Russie seule qui a choisi la guerre en 2022, comme elle l'avait fait en 2008 en Géorgie, comme elle l'avait fait en 2014 en Crimée et dans le Donbass. C'est la Russie seule qui choisit aujourd'hui de la poursuivre et même de l'intensifier avec le consentement parfois plus que tacite de beaucoup de partenaires. L'Ukraine, elle n'a pas choisi la guerre. Elle a aussi accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu inconditionnel dès le 11 mars dernier à Riyad. Depuis, la Russie n'a eu de cesse de multiplier les faux-semblants, les fausses ouvertures, les manœuvres dilatoires en essayant de gagner du temps, en s'accrochant aux mêmes éléments de langage éculés, aux mêmes objectifs révisionnistes, impérialistes, cherchant à limiter la souveraineté de ses voisins. La Russie n'a pas fait que tenter de gagner du temps, elle s'est aussi accrochée à cette volonté de guerre permanente en intensifiant ses attaques contre les civils en Ukraine, comme ces derniers jours et ces dernières semaines l'ont montré, avec des bilans très lourds et inacceptables, en continuant de lancer ses troupes et celles supplétives d'un pays qui est au banc de la communauté internationale pour gagner quelques kilomètres carrés supplémentaires au prix de pertes inouïes. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats, tués ou blessés, pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. Et, ajoutez à cela, la Russie, évidemment, n'a pas le droit avec elle. L'objectif donc de ce sommet et de la réunion d'hier était de mettre les facteurs de la négociation dans le bon ordre. Le problème, je viens de le rappeler, c'est Moscou et cette guerre d'agression. Et en exigeant au préalable à toute discussion de paix le retrait des armées ukrainiennes d'un territoire à peu près équivalent à celui qui a coûté près de 250 000 morts et 1 million de soldats hors de combat à la Russie, elle formule évidemment une idée qui est illégale, immorale et impossible. Et donc, ce que nous défendons depuis le début est que la discussion n'est envisageable que si de très fortes garanties de sécurité sont offertes aux Ukrainiens et que si celles-ci sont la condition pour accompagner un cessez-le-feu ou un accord de paix ou un armistice. Et je veux le dire ici aujourd'hui, après les engagements qui ont été pris à Washington à la mi-août par les Européens qui étaient présents, puis engageant toute la coalition des volontaires, nos chefs d'état-major des armées, nos ministres de la Défense ont mené un travail extrêmement intense, en coordination étroite avec les Américains et l'OTAN. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Cette coalition des volontaires, qui s'est établie le 17 février de cette année, ici même à Paris, venant poursuivre d'ailleurs ce que nous avions ouvert dans nos travaux de février 2024 ici même, cette coalition des volontaires, qui est une coalition de paix, a aujourd'hui en effet mis sur la table et clarifié avec un engagement militaire et politique la contribution des 35 membres afin justement d'apporter ces garanties de paix et de sécurité à l'Ukraine. Celle-ci vise d'abord à ce que dans la négociation, il n'y ait aucune limitation de format ou de capacité pour l'armée ukrainienne. C'est ce que nous défendons, ce que nous défendrons jusqu'au bout. Et nous nous sommes donc mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Et donc nous avons rassemblé les contributions de tous les pays. Le deuxième élément de ces garanties de paix et de sécurité,
c'est ce qu'on a appelé les forces de réassurance. En effet, nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres ont encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. Nous avons, à l'issue de ce sommet, décidé de lancer maintenant les travaux politiques et juridiques pour décliner ces garanties de sécurité. L'ensemble des pays de la coalition avec l'Ukraine. Et nous avons ensuite tenu un appel avec le président Trump, où nous avons pu établir tout cela. Les conclusions de cet appel sont simples. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont été impliqués dans toutes les étapes du processus, et je veux remercier évidemment que ce soit les militaires ou les civils et responsables politiques qui ont mené ces travaux. Et donc nous finaliserons dans les prochains jours le soutien américain, mais il a été clair maintenant que l'ensemble des membres de la coalition des volontaires, européens, mais aussi asiatiques, membres du Pacifique ou canadiens, ont pris leurs responsabilités. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires pour être plus efficaces et arrêter l'effort de guerre russe. Et c'est le fruit de la discussion que nous avons également conduite avec le président Trump à l'instant. Maintenant, les prochaines étapes sont simples. Il y aura des contacts à nouveau entre Américains et Russes. Et nous sommes tous avec une volonté claire, c'est que les rendez-vous qui ont été décidés, sur lesquels les Russes se sont engagés il y a plusieurs semaines, deviennent une réalité. Le sommet bilatéral, physique, entre les deux présidents, et le sommet trilatéral et quadrilatéral que nous appelons de nos vœux. Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes, ce qui est la seule conclusion qu'on peut tenir de ces choix et des options répétées depuis le mois de mars dernier, alors nous prendrons des sanctions additionnelles en lien avec les États-Unis d'Amérique et apporterons des réponses claires à ce refus d'avancer. C'est aussi ce que le président Trump a exprimé tout à l'heure à l'occasion de cet appel. Notre objectif, parce que nous avons toujours été du côté du droit, d'une vraie paix, c'est-à-dire d'une paix juste et durable, c'est que l'Ukraine soit rétablie dans ses droits, qu'il n'y ait pas de prime à l'agression, et que la violation du droit international ne puisse être consacrée ni acceptée. Il en va du respect du droit international, de la sécurité de l'Ukraine, mais également de notre sécurité à tous. Je le redis ici avec beaucoup de clarté. Je veux remercier les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents aujourd'hui à Paris, mais aussi toutes celles et ceux qui se sont joints à ces efforts, ainsi que la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen et le secrétaire général de l'OTAN qui étaient avec nous. Je veux ici aussi rappeler que les garanties de sécurité que nous avons finalisées à l'occasion de ce sommet et endossées politiquement sont très clairement compatibles avec toutes les planifications de l'OTAN et la sécurité du flanc Est de notre organisation. Elles ne viennent pas en soustraction de celle-ci, et ceci a été rendu clair pour l'ensemble des membres. Voilà, vous l'avez compris, les prochains jours permettront donc de finaliser ces travaux sur les sanctions d'une part, sur le soutien américain d'autre part, mais ils doivent aussi conduire à accroître la pression sur la Russie pour qu'elle vienne autour de la table enfin mener ces discussions de paix. Cher Volodymyr, Président, la parole est à vous. Дуже дякую, дорогий Еммануелю.
Merci, cher Emmanuel. Cher ami, cher Monsieur le Président, tous les présents. Tout d'abord, je te remercie pour cette organisation à haut niveau de ces rencontres, pour notre rencontre d'hier, donc la rencontre de nos équipes qui a duré plusieurs années en ce qui concerne le soutien de l'Ukraine, garantie de sécurité, protection de notre ciel, de notre flotte aérienne. Nous avons discuté de beaucoup de sujets hier, nous sommes mis d'accord sur beaucoup de choses aussi. Et je te remercie beaucoup aussi pour l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui, pour ton temps, pour ton attention et pour cette atmosphère particulière. Aujourd'hui, nous avons une rencontre au sein des pays de cette coalition, toute l'Europe libre, le Canada, l'Australie. Je te remercie beaucoup. C'était la plus grande réunion en termes de nombre de pays. Je te remercie encore une fois pour cette organisation. C'était sans précédent. Je voudrais également rejoindre les paroles d'Emmanuel, remercier tous les leaders qui étaient présents avec nous ici à Paris, mais également Ursula, la présidente de la Commission, Antonio, le président de Finlande, le Premier ministre de Danemark, de la Pologne, le Premier ministre des Niderlandes et le Premier ministre de la Belgique. Mais également Steven Witkoff, le représentant spécial du président Trump. Il y a eu effectivement beaucoup de leaders, beaucoup de représentants de pays qui étaient online. Nous remercions tous pour leur activité, pour leur présence et pour le fait d'être prêts à soutenir notre pays sur le chemin de la paix et pour leur engagement concret. Nous avons discuté avec le président Trump. La veille, nous avons une rencontre à Copenhague dans le format Ukraine, pays donc scandinave et pays de la région baltique. Le thème principal est donc l'unique, c'est mettre fin à cette guerre le plus vite possible avec les mesures concrètes et pratiques et garantir la sécurité à l'Ukraine. De fait, toutes nos rencontres contiennent deux éléments. C'est notre sécurité aujourd'hui, c'est-à-dire le soutien de la défense, la diplomatie et la garantie de sécurité à long terme. Qu'est-ce qui doit fonctionner et à quel moment? Les moments clés, c'est tout d'abord tout le monde est d'accord sur le fait que pour l'Ukraine, c'est la force de la paix. C'est pourquoi nous travaillons de manière active pour assurer notre résistance et notre force aujourd'hui. Nous voyons que la Russie rejette toute initiative de paix et il n'y a aucun accord de paix de la part de Poutine. Une impression très particulière après cette rencontre en Chine que Poutine va utiliser comme un blanc-seing pour continuer la guerre et de manière générale le comportement de Poutine est de démontrer qu'il n'est pas sujet aux pressions. Nous considérons les choses différemment. Nous estimons que la pression fonctionne. Cela a un impact sérieux pour l'économie russe, mais aussi surtout ceux qui commercent avec la Russie. Et nous allons continuer en cette direction. Nous avons également discuté des sanctions secondaires et des tarifs spéciaux qui vont contribuer à notre but. Ensuite, la coalition des volontaires qui travaillent dans le domaine militaire. Il y a déjà des acquis. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, nos équipes ont planché là-dessus et nous comprenons maintenant quelle devrait être la base pour les garanties réelles de sécurité. Donc, il y a un cadre de base qui a déjà été élaboré. Nous sommes conscients également que ce n'est pas que l'avenir, mais c'est aujourd'hui l'armée ukrainienne forte, c'est l'élément central de la sécurité. Par conséquent, ce sont les capacités de notre armée, ce sont les armes, c'est le financement, l'entraînement, mais aussi la production des armes. Tout cela, nous l'assurons et ça doit être maintenant, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, aussi bien dans les conditions de guerre aujourd'hui que dans le cadre de garantie de sécurité lorsque la paix sera établie. Nous avons des pas concrets. Nous établissons quel pays peut participer à quel moment, dans quelle composante, qui peut aider dans le ciel, qui peut aider dans le domaine maritime, qui peut aider dans l'espace cyber, qui n'a pas de force mais peut contribuer financièrement. Donc, il y a aussi des choses concrètes qui ont été constatées quant à la production. Nous avons constaté que les lignes de production européennes ne sont pas suffisantes.
mais nous sommes conscients de la manière dont il faut augmenter la production. Les volumes doivent être augmentés et la quantité de production doit être supérieure. Nous avons également de grandes capacités de production en Ukraine qui ne sont pas encore entièrement utilisées en raison de manque de moyens, notamment. Près de 60% de toutes les armes utilisées par l'Ukraine aujourd'hui en Ukraine sont fabriquées en Ukraine. Ici, les Ukrainiens ont enregistré des succès, nos armes sont de qualité et je pense que chaque pays européen peut contribuer dans telle ou telle production. Le leadership technologique pour l'Europe est extrêmement important. Ce sont les emplois, ce sont les armes de haute technologie et c'est le leadership dans la concurrence globale. L'Europe doit être leader et nous l'avançons lorsque nous construisons les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous préparons également les garanties de sécurité pour chaque pays. Comme il a déjà été dit, 26 pays ont accepté de fournir à l'Ukraine les garanties de sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis longtemps, c'est la première chose concrète depuis longtemps. Je nous salue avec cette victoire et toi en particulier, mais aussi Kir en tant que responsable et leader de cette coalition des volontaires. Ensuite, ce qui est important, c'est que les États-Unis soient de notre côté. Donc, nous travaillons dans le programme américain qui nous permet d'acquérir les armes aujourd'hui et à long terme. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le président Trump, que nous remercions pour son soutien. La conversation était longue et très précise. Comment atteindre la paix? Nous avons discuté de différentes options. L'essentiel est la pression pour qu'ensemble, notamment par les moyens économiques, d'obliger la Russie à la paix. La clé de la paix, c'est de priver la machine russe de guerre de ses finances et de ses ressources. Nous avons également soulevé la question de la protection du ciel ukrainien. Il s'agit de sauver les vies en Ukraine. Et tant qu'il n'y a pas de paix, nos gens ne doivent pas dépendre des attaques russes, des missiles russes et des drones iraniens qui prennent les vies des Ukrainiens. C'est important et c'est possible. Nous comptons sur ce programme. Nous nous sommes mis d'accord à poursuivre ces contacts et je te remercie, Emmanuel. Gloire à l'Ukraine. Je crois qu'il est prévu qu'on prenne 4 questions. Journaliste телеканалу Інтер, марафону «Єдині новини». Marathon informationnel ukrainien. Ma question s'adresse aux deux présidents. Au fond, c'est quoi le format? C'est quoi le format? Dans quel document se formaliser ces garanties de sécurité qui engagent l'Europe? Est-ce que ce document doit être signé par tous les pays? Est-ce que ces documents seront ratifiés par les parlements nationaux de chaque pays membre et comment fixer dans la durée les engagements? Et aujourd'hui, quand Poutine renforce les attaques contre l'Ukraine et quand nous préparons également le pays pour un nouveau hiver, quelles sont les nouvelles solutions? Est-ce qu'on peut espérer de nouvelles solutions? Est-ce qu'on peut espérer un soutien renforcé? Merci beaucoup pour cette question. 35 pays participent dans cette coalition. 26 pays soutiennent les garanties de sécurité pour l'Ukraine dans des formats différents. La structure de ces accords, nous ne pouvons pas dévoiler entièrement, mais le premier élément, c'est le pilier fort, c'est la forte armée ukrainienne, le renforcement de la base industrielle et de la défense ukrainienne, coproduction avec d'autres pays et l'achat des armes qui font déficit auprès des États-Unis, notamment les systèmes de défense antiaérienne. Je ne veux pas réitérer des choses qui ont été déjà dites par le président Macron, mais en fait, l'engagement très important, c'est de ne pas limiter l'armée ukrainienne dans ses capacités ni volume. Il y a aussi le contingent
la présence de contingents. Pour l'instant, je ne voudrais pas encore donner des chiffres, mais nous essayons déjà d'évaluer ces chiffres parmi ceux qui ont déjà formalisé leur engagement en termes de contingent. Nous tablons déjà sur certains chiffres. Et aussi, nous comptons sur le backstop des États-Unis. Et nous sommes très reconnaissants que les États-Unis font partie de ce système de garantie. Et maintenant, la contribution exacte américaine sera précisée dans les prochains jours. Ça, c'est vraiment une des conclusions très importantes résultant de cette réunion. Tout devient clair. Et ceci nous renforce, ceci non seulement renforce notre état d'esprit, mais aussi nous renforce concrètement. Parce que la morale de nos troupes et aussi la société ukrainienne peuvent compter maintenant que nous aurons des garanties réelles, politiques et militaires, et ça c'est très important, le fait qu'il y a les deux aspects, et politiques et militaires. Et en ce qui concerne la défense antiaérienne, nous avons eu une longue conversation hier soir avec Emmanuel, et c'est les idées que nous avons partagées aujourd'hui avec des partenaires de la coalition et avec Donald Trump concernant la défense antiaérienne. Et si nous recevons le signal positif de la part des États-Unis, parce que beaucoup de choses dépendent d'eux, nous serons très contents aussi de partager cette information avec vous. Merci beaucoup. Pour votre deuxième question, je vais commencer par là. Vous avez raison de dire qu'il y a une intensification des attaques russes et qu'elles impliquent de monter, d'accélérer le soutien à la résistance ukrainienne. Et donc, nous en avons d'ailleurs longuement parlé hier pour ce qui est de l'aide bilatérale, une accélération des livraisons, des formations aussi, des solutions de financement avec nos partenaires clés pour pouvoir soutenir l'effort de guerre ukrainien. Je veux insister sur le point aussi de l'accélération des productions, en particulier de drones sur le sol ukrainien. Il y a eu une transformation remarquable ces dernières années, c'est la capacité de l'Ukraine à produire ses armes. Et donc nous sommes en train aujourd'hui aussi de transférer beaucoup de capacités de production. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du président, mais environ 60% des armes qui sont utilisées aujourd'hui sur terrain de bataille sont produites en Ukraine, avec des coopérations, des aides des alliés, mais c'est extrêmement considérable et c'est ça aussi qu'on veut intensifier. Donc ça, c'est le premier élément pour répondre à votre deuxième question. Pour la formalisation des garanties de sécurité, d'abord, je vous rappelle d'où nous partons. En février 2024, dans cette même salle, nous concluions un sommet où j'avais cherché à remettre de l'ambiguïté stratégique dans le conflit. Nous étions deux à dire que peut-être on serait prêt un jour à mettre des troupes sur le terrain. Il y avait la Lituanie et la France. Deux. Et je rappelle que l'atmosphère était assez négative. Au moment où je vous parle, le président l'a rappelé, vous avez une vingtaine de pays qui ont confirmé leur volonté de mettre des troupes sur le terrain, d'avoir un soutien sur l'espace aérien ukrainien, dans l'espace maritime ukrainien, et donc d'être impliqués dans des fortes réassurances. C'est considérable, et donc c'est une avancée qui s'est cristallisée ces derniers mois. La formalisation se fera dans les prochaines semaines, elle aura à se consolider, mais d'ores et déjà, elle est formalisée pour ce qui est de l'effet utile. Ce ne sont pas des déclarations d'intention. Quand le président Zelensky vous dit 26 pays, ces 26 pays, en fait, les 35 pays de la coalition des volontaires feront partie des garanties de sécurité. 26 pays ont formalisé très précisément leur contribution. Et donc le document que nous avons aujourd'hui, c'est un document de planification militaire où ces 26 chefs d'état-major, puis ministres de la Défense et chefs d'État et de gouvernement ont confirmé ce qu'ils étaient prêts à faire, chacun dans leur capacité, on est en complémentarité. Maintenant, on va continuer ce travail. On va maintenant, dans les tout prochains jours, le finaliser avec les États-Unis pour avoir la précision sur les soutiens qui sont prêts à apporter, du monitoring du cessez-le-feu jusqu'à toutes ces lignes-là ou sécurité. Et derrière, ensuite, nous aurons en effet à formaliser des textes politiques, c'est-à-dire préparer un accord de paix durable et avoir sans doute un accord multilatéral ou une série d'accords bilatéraux
de soutien. Je vous rappelle que nous avions, il y a plusieurs mois, signé déjà des accords bilatéraux à plusieurs en marge d'un sommet de l'OTAN, indiquant nos engagements. Donc il y a déjà eu des engagements de solidarité et de soutien. La force de ce qu'on fait là, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est une planification militaire qui donne le détail des contributions que nous sommes prêts à apporter pour le format d'armée ukrainienne et sur nos forces de réassurance. Voilà. Donc c'est déjà une formalisation opérationnelle. Maintenant, on va travailler sur la formalisation juridique et politique qui va s'articuler avec un traité de paix durable. Bonjour, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Monsieur le Président, vous venez donc d'acter ces grandes lignes des forces de réassurance sur la mer, sur terre, dans les airs. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas aujourd'hui à donner les effectifs qui seront mobilisés, par exemple côté français? Combien d'hommes et de femmes et avec quelle mission très concrètement? Et puis, on l'a entendu des déclarations des autres pays, beaucoup de vos partenaires attendaient le filet américain pour s'engager. On a l'impression, en vous entendant, qu'il n'y a pas eu beaucoup de bougées par rapport aux déclarations du 18 août dernier. Quel engagement concret le président Trump a-t-il pris avec vous il y a quelques minutes? Et puis, Monsieur le Président Zelensky, on a dépassé cette date du 1er septembre. Jugez-vous encore qu'une rencontre avec Vladimir Poutine et vous est encore possible? Et si oui, quel lieu proposez-vous? D'abord, merci beaucoup pour votre question. Et je veux ici d'abord vous dire que les États-Unis d'Amérique ont été très clairs. Et ils ont été très clairs dès notre rendez-vous de Washington. Et ça a été réitéré là. C'est aussi pour cela qu'ils ont participé à tout le travail des dernières semaines sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Ça a été dit, y compris publiquement par le président Trump. Ça a été réitéré par le secrétaire d'État à la Défense lors des rendez-vous ad hoc et par tous. Maintenant, c'est le travail de planification qui va être finalisé avec les États-Unis dans le cadre de ce que je viens de vous dire. Deuxième élément de réponse que je voulais apporter à votre question, c'est que je ne vais pas vous donner le détail ici, parce que nous n'avons aucune volonté de nous découvrir. Ce qui est important, c'est que dans le format, et nous ne l'avons même pas partagé entre nous tout à l'heure, nous l'avions tous sous les yeux, parce que nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense, dans des formats très sécurisés, l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est notre ligne de défense aujourd'hui et celle de l'Ukraine. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. Demandez plutôt à M. Poutine les troupes qu'il est en train de masser à la frontière ou ce qu'il est en train de mobiliser. Donc je ne vous donnerai pas le détail. Ce qui est important, c'est que nos chefs d'état-major l'ont échangé leurs coordonnées et que nous avons cette planification. Donc elle est là, et ça n'est pas juste une pétition de principe, c'est une planification robuste avec des moyens dans toutes les capacités qui sont prêts à être déployés. Et c'est le cas pour les 26 États contributeurs qui ont déjà donné le détail. Voilà ce que je pouvais apporter. Je vous remercie pour votre question. Tout d'abord, je terminerai votre première question. En effet, tous les partenaires sont conscients que nous ne voulons pas juste la répétition du mémorandum de Budapest, tout comme les accords de Minsk. Nous voulons des documents, des garanties de sécurité qui engagent juridiquement. Et c'est pourquoi ces documents devraient être votés par le Parlement des pays respectifs. En ce qui concerne la rencontre, elle est en effet nécessaire. Ce n'est pas une question de désir, mais une question de nécessité. Nous avons soutenu les propositions dans tous les formats, bilatéral, trilatéral, et nous voyons que la Russie fait tout pour traîner. Les partenaires américains nous ont transmis que Poutine m'avait invité à Moscou. Je considère que si on veut faire rater la rencontre, bien, on me propose de venir à Moscou. Donc c'est le meilleur moyen de faire rater cette rencontre. Donc, mais déjà, si la Russie commence déjà à parler d'une rencontre, c'est déjà un premier pas. Pour l'instant, nous ne voyons pas de volonté de leur part de mettre fin à cette guerre. Alors que les rencontres des leaders adultes au niveau de dans les rencontres de ce niveau doivent avoir déjà en tête les résultats. Et ce résultat devrait être la fin de la guerre. Bonjour.
Lydia Taran, Ukrinform. Première question pour le président Zelensky. Vous avez déjà répondu en partie, mais je voudrais préciser, est-ce que pendant cette longue conversation avec Trump, est-ce qu'il a parlé de nouveaux deadlines pour Poutine ou est-ce qu'il s'agissait seulement de votre rencontre tête-à-tête avec Poutine que est exprimé comme souhait par le président américain, ou est-ce qu'il y avait d'autres formats envisagés possibles? Et vous avez parlé de la composante politique des garanties. Est-ce qu'il s'agit ici de notre membership au sein de l'Union européenne ou il s'agit de plus? Merci pour votre question. Bien sûr, nous voyons comme une des garanties de sécurité notre adhésion à l'Union européenne. C'est nos garanties économiques et géopolitiques de sécurité. C'est un point important. Notre adhésion à l'Union européenne, ça figure comme un point à part de ces garanties. Il y avait beaucoup de leaders qui participaient dans les échanges et beaucoup d'idées, beaucoup de questions aussi. Et il y a aussi le va-et-vient des questions et concertations avec les États-Unis. Et chacun a des propositions à faire, mais on a un tronc commun, les sanctions et le format de rencontre avec Poutine. Ça, ce sont des sujets qui ont été discutés. Le vice-président était en ligne, M. Vance, et Steve Witkoff, le représentant du président américain, était à notre table.